On ne survit pas dans la pègre en faisant des blagues. Mais quand le chef du syndicat Costello a engagé une femme discrète avec une veste en jean délavé pour être son ombre personnelle, tout le monde a ri. Il pensait qu'elle était une blague. Un bouclier humain en verre, destiné à insulter ses capots trop prudents. Ils ont arrêté de rire la nuit où 6 tueurs à gages armés sont entrés dans un salon privé de l'hôtel Belmont, et où seule elle en est ressortie. Elle n'était pas une blague. Elle était l'exécutrice. Leo Costello détestait les jeudis. Les jeudis, c'était pour la comptabilité. Et la comptabilité dans une entreprise criminelle consistait surtout à s'asseoir dans une pièce sans fenêtre. On y respirait de la fumée de cigares recyclés. Et on écoutait des hommes au cou épais mentir sur la raison pour laquelle leurs enveloppes étaient légères. Aujourd'hui était pire qu'un jeudi normal. Aujourd'hui, il devait aussi remplacer Tommy. Tommy avait été l'ombre personnelle de Leo pendant 5 ans. Il mesurait 1,93 m, était bâti comme une armoire à glace et totalement dépourvu de pensée indépendante. Il était exactement ce dont un parrain de la mafia avait besoin comme garde du corps. Malheureusement, Tommy était sorti de la Lincoln blindée de Leo mardi matin, et il avait pris 85 grammes de plomb à haute vélocité dans la poitrine. Leo n'avait survécu que parce que la carcasse massive de Tommy avait bloqué la portière de la voiture en tombant. Maintenant, Leo était assis dans l'arrière-boutique d'une usine de conditionnement de viande haut de gamme qu'il utilisait comme couverture. Il soignait un mal de tête qui ressemblait à un orage localisé derrière son œil droit. Son sous-chef, un ulcère sur pattes nommé Dom, faisait défiler les remplaçants par la lourde porte en acier. Suivante. Aboya Dom en se frottant le crâne dégarni. La porte grinça en s'ouvrant. Léo ne leva pas les yeux du registre sur son bureau. Il attendait le bruit sourd des bottes de combat, ou l'odeur entêtante d'eau de Cologne bon marché, qui accompagnait habituellement ces tas de muscles. Au lieu de cela, il entendit le grincement doux, presque imperceptible, de semelles en caoutchouc usées sur le béton. Léo leva les yeux. Dans l'embrasure de la porte se tenait une femme. Elle mesurait peut-être 1,68 m, noyée dans une veste de treillis de surplus trop grande, qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et désordonné. Elle ne se tenait pas avec le torse bombé d'un voyou des rues. Elle se tenait juste là, parfaitement immobile, les mains tranquillement dans ses poches. Elle avait l'air fatiguée. Une fatigue qui rongeait l'âme jusqu'à l'os. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Léo. Sa voix était un raclement grave et rauque dans la pièce silencieuse. Dom cligna des yeux, regardant son presse-papier, puis la femme. L'agence a envoyé une liste. Elle était dans la salle d'attente avec les autres. Je pensais que c'était une candidate pour un poste de bureau qui s'était perdue. Je ne suis pas perdue, dit la femme. Sa voix était plate, dépourvue de toute inflexion. Ce n'était pas sur la défensive. C'était juste l'énoncé d'un fait. Le panneau extérieur disait « Candidature spontanée pour la logistique de sécurité. J'ai besoin d'un travail. » Léo se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, le cuir gémissant en signe de protestation. Il l'étudia. Pas de maquillage. Des cernes sombres sous des yeux d'un étrange noisette boueux. Elle le regardait non pas comme un patron redouté du plus grand syndicat de la ville, mais comme on regarde un train en retard. Un inconvénient. Logistique de sécurité, répéta Léo, testant les mots. Savez-vous qui je suis? Vous êtes le type avec la chaise vide dans le couloir, avec une tache de sang sur le rembourrage, dit-elle. Ce qui signifie que votre dernier gars n'a pas fait son travail. Et maintenant, vous en avez besoin d'un nouveau. Dom ricana, s'avançant, son visage devenant rouge terne. Écoute-moi bien, ma jolie. Ce n'est pas un boulot d'agent de sécurité dans un centre commercial. Tu fais un mauvais pas avec nous. Tu finis dans une décharge. Rentre chez toi. La femme ne regarda pas Dom. Elle garda les yeux sur Léo. Je m'appelle Quinn. Je ne bois pas. Je ne dors pas beaucoup. Je ne pose pas de questions. Et j'ai besoin d'argent. Léo aurait dû dire à Dom de la mettre dehors. La famille Costello était actuellement dans une guerre de territoire qui couvait avec les frères Greco. Les voitures piégées remplaçaient les poignées de main. La paranoïa était la monnaie des faibles. Il avait besoin d'un mur de muscles, d'un moyen de dissuasion, d'un monstre pour se tenir derrière sa chaise et faire réfléchir les gens à 2 fois avant de mettre la main à leur veste. Mais, en regardant la file interminable de gorilles identiques et sans cervelle qui attendaient dehors, un étrange humour cynique l'envahit. Les Greco s'attendait à ce qu'il engage un mercenaire. Ses propres hommes s'attendaient à ce qu'il engage un tank. Il en avait marre de la frime. Il en avait marre des coups prévisibles de cette vie d'échec.
Donnez-lui le poste, dit Léo. Dom se figea. Patron, allez. Vous plaisantez. Les Greco vous tire dessus en plein jour. Elle pèse 60 kilos, toute mouillée. Donnez-lui le pistolet de Tommy et l'emploi du temps de Tommy, dit Léo en se levant et en attrapant son manteau. Il passa devant Quinn, s'arrêtant une fraction de seconde pour sentir une odeur de café froid et de pluie sur sa veste. « Tu conduis, Quinn? »« Je conduis, » dit-elle. « Bien. Ma voiture est derrière. Essaye de ne pas me faire tuer. Ça gâche ma semaine. » Léo sortit, laissant Dom bouche bée, fixant la petite femme debout au centre du bureau de l'abattoir. C'était une blague, un doigt d'honneur au Greco, et un test de sa propre invulnérabilité. Qu'il le voit se promener avec une gamine, qu'il se demande s'il avait complètement perdu la tête ou s'il était simplement aussi confiant. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle tienne une semaine. 3 semaines plus tard, la blague commençait à s'user, principalement parce que Quinn refusait de se comporter comme telle. Elle n'essayait pas de faire ses preuves. Elle n'a pas acheté de costume. Elle a troqué sa veste de treillis contre un simple caban noir, et c'est là que s'est arrêtée son assimilation dans la famille Costello. Elle était simplement un fantôme qui hantait la périphérie de Léo. Quand ils étaient à l'arrière de la voiture, elle ne parlait que si on lui adressait la parole. Quand Léo tenait des réunions dans les box faiblement éclairés des restaurants, traitant d'extorsion, de corruption et parfois de sang, elle se tenait dans le coin. Elle ne bronchait pas quand les voix s'élevaient. Elle ne détournait pas le regard quand Léo cassait nonchalamment le nez d'un homme avec un lourd cendrier en verre pour une dette de jeu. Léo l'observait. L'observant. La plupart des gens, même les criminels endurcis, avaient un signe révélateur lorsque la violence éclatait. Une micro-expression de dégoût, un tic de peur, un resserrement de la mâchoire. Quinn n'avait rien. Elle regardait un homme saigner sur un tapis perçant avec le même intérêt détaché que quelqu'un qui regarde de la peinture séchée. C'était déconcertant. « Tu n'aimes pas le sang, Quinn ?» Louis demanda Léo un soir. Ils étaient assis dans la section VIP d'un club que Léo possédait. Les basses martelaient le plancher, faisant vibrer les verres en cristal sur la table. Elle se tenait près de son box, scrutant la foule. Elle ne baissa pas les yeux vers lui. « Je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est juste de la plomberie. »« De la plomberie ?» songea Léo, faisant rouler un lourd verre de bourbon entre ses paumes. « Tu sais, Dom prend des paris sur le moment où tu vas démissionner. Il pense que la première fois que tu verras une vraie fusillade, tu t'évanouiras. »« Dom pense exclusivement avec sa bouche, » répondit Quinn d'un ton égal. « Je ne ferai pas confiance à ses déductions cognitives. » Léo laissa échapper un rire court, semblable à un aboiement. C'était la première fois qu'il riait depuis des mois. Le rire fut coupé court par le bruit de verre brisé. De l'autre côté de la salle VIP, une partie de poker à gros enjeux avait mal tourné. Un des hommes de main de Léo, un gamin nerveux nommé Russo, criait sur un associé rival. La musique dans le club était forte. Mais le changement soudain et brutal de l'atmosphère de la pièce perça le bruit. La tension statique de la violence imminente. Léo ne bougea pas. Il se contenta de regarder. C'était son club. Ces hommes étaient censés s'en occuper. Russo, défoncé à quelque chose de synthétique et de bon marché, repoussa sa chaise. Il plongea la main dans sa veste sur mesure. Tout s'est passé en l'espace d'une respiration. Dom, qui se tenait près du bar, laissa tomber son verre et chercha maladroitement son arme, se déplaçant comme s'il était sous l'eau. Léo se prépara au claquement assourdissant d'un coup de feu, mais Quinn avait déjà disparu de son côté. Elle n'a pas couru, elle a glissé. Elle se faufila à travers les corps paniqués et dispersés des clients du club avec une efficacité effrayante. Le temps que Russo sorte son revolver à canon, court de son étui, Quinn se tenait légèrement derrière son épaule droite. Elle ne cria pas d'avertissement. Elle ne dégaina pas sa propre arme. Elle tendit simplement la main, attrapa le poignet de Russo avec sa main gauche et enfonça vivement le talon de sa paume droite dans le creux de son coude. Il y eut un claquement sec et écœurant. On pouvait l'entendre même par-dessus les basses lourdes. Russo n'eut même pas le temps de crier avant que la main de Quinn ne remonte. Ses doigts agrippèrent l'arrière de son cou. Elle lui fracassa le visage contre la lourde table de poker en chêne. L'impact ressemblait à la chute d'un melon. Le pistolet tomba sur le sol avec un bruit métallique. Russo s'affaissa sur le côté, inconscient avant de toucher la moquette. Toute la section VIP devint silencieuse.
La musique continuait de battre en bas, mais à l'étage, l'air avait été entièrement aspiré de la pièce. Quinn se pencha calmement, ramassa le revolver tombé par le pontet et le posa sur la table de poker. Elle ne regarda pas les hommes qui la fixaient avec des yeux larges et terrifiés. Elle ne regarda pas Dom qui se tenait figé, son arme à moitié dégainée. Elle retourna au box de Léo, reprit sa position près du pilier et croisa les bras. Sa respiration ne s'était pas accélérée. Ses cheveux n'étaient pas en désordre. Léo la dévisagea. Il regarda l'homme inconscient et ensanglanté sur le sol, puis de nouveau la femme au caban bon marché. Il allait tirer sur le croupier, dit Quinn doucement, répondant à la question que Léo n'avait pas posée. Mauvaise discipline de tir. Paume moite. Léo prit lentement son bourbon et en but une longue gorgée brûlante. Il réalisa avec une clarté soudaine et glaciale, au creux de son estomac, qu'il n'avait pas engagé une blague. Il n'avait pas engagé un garde du corps. Il avait accidentellement acheté une arme de destruction massive. Et il n'avait absolument aucune idée d'où elle venait. L'invitation était un piège. Léo le savait. Dom le savait. Même le voiturier devant le savait probablement. Les frères Greco avaient demandé une réunion. Terrain neutre. La suite penthouse de l'hôtel Belmont. Un monument imposant de verre et d'acier dans le quartier financier. Le prétexte était la paix. La réalité était un peloton d'exécution. On n'y va pas, avait argumenté Dom une heure plus tôt, arpentant le bureau de Léo. C'est un piège mortel, patron. Un seul ascenseur pour monter. Pas d'issue de secours qui ne soit pas sous alarme. Si on y va, on est comme des poissons dans un tonneau. Si on n'y va pas, on a l'air faible, répondit Léo, ajustant un gilet pare-balles sous sa chemise de costume sur mesure. C'était lourd, inconfortable, et ça emprisonnait la chaleur de son corps. Mais ça lui avait sauvé la vie 2 fois auparavant. La faiblesse engendre l'ambition. Dom, tu le sais. On y va. On emmène 5 hommes. On reste groupés. Tu l'emmènes? Dom fit un signe du pouce vers le couloir où Quinn attendait. C'est mon ombre, dit Léo. Elle va où je vais. Maintenant, debout dans l'ascenseur à grande vitesse, filant vers le 42e étage, le silence était suffocant. Léo se tenait au centre, Dom à sa droite. 3 de ses meilleurs tueurs, des hommes larges d'épaules et silencieux, se tenaient derrière eux. Quinn se tenait près des panneaux de la porte, fixant d'un air absent les numéros d'étage qui changeaient. L'ascenseur sonna. 42e étage. Les portes s'ouvrirent en glissant. Il n'y avait pas de comité d'accueil. Il y avait seulement un long couloir opulent, bordé de bois de cerisier foncé, et d'une épaisse moquette insonorisante. Au fond, des portes doubles en acajou étaient légèrement entr'ouvertes, menant au penthouse. Vérifiez les coins, siffla Dom en dégainant son arme. Les 3 tueurs se déployèrent, avançant dans le couloir avec une précision experte. Léo marchait lentement, sa main reposant sur la crosse du 9 mm glissée dans sa ceinture. L'air avait une odeur étrange. Ça sentait le nettoyant industriel pour moquette, essayant de masquer l'odeur de fumée de cigarettes froides, et autre chose. Quelque chose de métallique. Quinn marchait légèrement devant Léo, ses yeux balayant les bouches d'aération du plafond, les luminaires, l'espace sous les portes doubles. Ils atteignirent l'entrée. Dom poussa la porte droite avec le canon de son arme. La pièce était immense, baignée dans la lueur orange des lumières de la ville qui filtraient à travers les baies vitrées, allant du sol au plafond. Une longue table à manger en verre se trouvait au centre. Assis en bout de table se trouvait Paolo Greco. Il était mort. Sa tête reposait dans une mare de sang séché sur le verre. L'offre de paix n'avait pas été un piège tendu à Léo par les Greco. C'était un piège pour eux deux, tendu par quelqu'un d'autre. « Patron », commença Dom en faisant un pas en arrière. Thwip. Le son était minuscule. Un coup de feu avec silencieux. Le tueur qui se tenait à la gauche de Léo se plia en 2. Un trou net apparut dans sa gorge. Il s'effondra. Lourdement. Du sang gicla sur le papier peint coûteux. Embuscade. Rugit Dom, tirant à l'aveugle dans les ombres au fond de la pièce. Le chaos éclata. D'autres tirs avec silencieux pluvent de la mezzanine, surplombant la salle à manger. Le verre vola en éclats. Les 2 tueurs restants de Costello étaient coincés derrière un lourd canapé en cuir, ripostant avec des rafales assourdissantes et sans silencieux qui déchiquetaient les cloisons sèches. Léo dégaina son arme, plongeant derrière un pilier de marbre, juste au moment où une ligne de balles traversait le plâtre, là où sa tête se trouvait, une seconde auparavant. Il vérifia son chargeur, son cœur martelant contre ses côtes.
Il était coincé. Dom criait, saignant d'une éraflure au bras, coincé derrière une crédence renversée. Il y avait au moins 6 tireurs, en position surélevée, en tir croisé. Ils étaient morts. C'était fini. Puis Leo vit Quinn. Elle ne s'était pas mise à l'abri avec eux. Quand le premier coup de feu a retenti, elle s'était déplacée latéralement, disparaissant dans les ombres profondes près de l'entrée de la cuisine. Leo risqua un coup d'œil autour du pilier. 2 hommes lourdement armés en équipement tactique noir avançaient depuis le flanc gauche, se déplaçant pour déborder la position de Dom. Avant que Leo ne puisse aligner un tir, une ombre se détacha du mur derrière les hommes qui avançaient. Quinn ne tira pas. Elle se déplaça silencieusement, comblant la distance avec une vitesse terrifiante. Elle attrapa un lourd tisonnier en fonte près de la cheminée en passant. Elle le balança une fois. Il percuta l'arrière du genou du premier homme. L'articulation céda avec un craquement écœurant. Alors que l'homme tombait, Quinn ne s'arrêta pas. Elle utilisa l'élan de son mouvement pour enfoncer la lourde pointe de fer directement vers le haut, sous le bord de son casque tactique, dans sa mâchoire. Il tomba comme une pierre. Le deuxième homme se retourna, levant son fusil. Quinn était déjà dans sa garde. Elle attrapa le canon chaud du fusil, le redirigeant vers le haut alors qu'il tirait une rafale dans le plafond. Dans le même mouvement fluide, elle lui donna un coup de genou dans l'aine, marchant lourdement sur son coup de pied pour l'immobiliser. Alors qu'il se pliait en deux, elle prit le lourd tisonnier en fer et le lui fracassa contre la tempe. 2 à terre, 4 secondes. Elle laissa tomber le tisonnier et arracha le fusil tombé du sol. Elle ne le vérifia pas. Elle roula simplement par-dessus le comptoir de la cuisine, alors que les tireurs restants sur la mezzanine réalisaient ce qui se passait et redirigeaient leur feu vers elle. Le comptoir de marbre fut déchiqueté sous une pluie de balles, remplissant l'air d'un épais nuage étouffant de poussière blanche. « Feu de couverture !» cria Leo, sortant et tirant 3 coups vers la mezzanine. Dom et les tueurs survivants se joignirent à lui, forçant les tireurs à se baisser. C'était toute la fenêtre dont Quinn avait besoin. Elle sauta par-dessus le comptoir, se déplaçant à travers la poussière de marbre aveuglante comme un spectre. Elle ne courait pas sauvagement. Chaque pas était calculé. Elle atteignit la base de l'escalier en colimaçon, menant à la mezzanine. Un tireur se pencha par-dessus la balustrade, essayant d'obtenir un angle sur elle. Quinn ne leva pas le fusil à son épaule. Elle tira de la hanche, en une rafale serrée et contrôlée de 3 coups. L'homme fut projeté en arrière, s'écrasant à travers la balustrade en verre, et tombant de 6 mètres sur le sol de la salle à manger, son cou se brisant à l'impact. 3 à terre. Leo regardait, totalement paralysé par l'efficacité brutale de la scène. Il avait vu la violence toute sa vie. Il l'avait ordonnée. Il l'avait commise. Mais c'était différent. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une guerre de territoire. C'était un exterminateur nettoyant une infestation de nuisibles. Quinn monta les escaliers 4 à 4. Des coups de feu éclatèrent sur la mezzanine. Un homme cria, puis un bruit sourd. Le silence s'abattit sur le penthouse, épais et lourd, brisé seulement par le son de la respiration haletante de Dom et le hurlement lointain des sirènes de police dans la rue. Leo se leva lentement, gardant son arme levée. La poussière de marbre retombait. L'odeur de cuivre et de cordite était écrasante. « Quinn !» appela Leo, sa voix sonnant creux dans l'immense pièce. Un instant plus tard, elle apparut en haut des escaliers. Elle était couverte de poussière blanche. Il y avait une éclaboussure de sang rouge vif sur sa joue pâle, bien que ce ne soit clairement pas le sien. Elle tenait un couteau de combat tactique dans une main et une arme de poing volée dans l'autre. Elle descendit les escaliers, enjambant le verre brisé et les corps sans les regarder. Elle atteignit le bas, se dirigea vers Léo et s'arrêta. Elle vérifia sa montre bracelet en plastique bon marché, essuyant une tache de sang sur le cadran avec son pouce. Le temps de réponse de la police dans ce quartier est d'environ 7 minutes, dit-elle, sa respiration à peine accélérée. Il nous en reste 3. Je suggère que nous prenions l'ascenseur de service. Léo la fixa simplement, le sang sur son visage, la montagne d'hommes lourdement armés et morts qui les entouraient. « Qui diable êtes-vous » murmura Léo. Quinn le regarda, ses yeux noisettes boueux, dépourvus de toute chaleur, de toute peur, de toute humanité. « Je suis votre coordinatrice logistique, dit-elle. Nous devrions y aller. » L'ascenseur de service sentait l'eau de javel industriel et la vieille graisse. Il descendit 42 étages,
avec un gémissement mécanique angoissant. À l'intérieur, personne ne parlait. Dom était lourdement appuyé contre la paroi d'acier, une liasse de serviettes en papier pressée contre le sillon saignant de son biceps. Le tueur survivant, un gamin nommé Carlo, avait des hauts-le-cœur silencieux dans le coin, son arme pendant mollement entre deux doigts. Leo regardait l'indicateur d'étage descendre. Il sentait l'adrénaline se vider de son système, laissant derrière elle un épuisement froid et creux. Il regarda Quinn. Elle éjectait méthodiquement le chargeur de l'arme de poing volée, vérifiait les balles restantes et le remettait en place d'un coup sec. Elle essuya le sang de sa joue avec le dos de sa manche. Il s'étala en une traînée rouillée sur le tissu sombre. Elle ne ressemblait pas à une sauveuse. Elle ressemblait à une mécanicienne terminant son service. « Qui a monté le coup ?» demanda Léo. Sa voix était rauque. Quinn glissa l'arme dans la poche de son manteau. Les hommes à l'étage utilisaient des FN-57 avec silencieux, des munitions perforantes, des optiques haut de gamme, pas d'écussons d'identification. Mais leurs bottes étaient uniformément lacées en barre droite. Militaires ou ex-militaires d'une société militaire privée, ce n'était pas un règlement de compte de la mafia, c'était une liquidation d'entreprise. Dom ricana, grimaçant en changeant de poids. D'entreprise? De quoi tu parles, espèce de folle? Les Greco nous ont tendu un piège. C'était une opération suicide. Paolo Greco était mort avant que nous n'entrions dans la pièce, dit calmement Quinn, tournant son regard vide vers Dom. La coagulation du sang suggère qu'il avait été abattu au moins 20 minutes avant. Ils l'ont utilisé comme appât. Ils vous ont utilisé comme appât. Quelqu'un est en train de nettoyer le plateau de jeu. L'ascenseur s'arrêta brusquement dans le quai de chargement souterrain. Les portes s'ouvrirent. L'air lourd et humide du garage souterrain les frappa. « Ma voiture est garée à 3 pâtés de maison à l'est », dit Quinn en sortant sous la faible lumière fluorescente. Le Lincoln devant est probablement piégé avec des explosifs puissants, ou au moins surveillé par une équipe de snipers. « On marche. »« Je ne marche nulle part avec toi », cracha Dom en levant son bras valide. Sa main tremblait. Il pointa un doigt vers Quinn. « Patron, regarde-la. Regarde ce qu'elle vient de faire. Tu penses qu'une agence d'intérim a envoyé ça? C'est une taupe. C'est elle qui les a fait entrer. » Léo regarda Dom, puis Quinn. Dom était terrifié. Un rat acculé dans un coin. Quinn était parfaitement immobile, observant Dom comme un prédateur observe un animal blessé, décidé de quel côté boiter. « Si je te voulais mort, Dominic, » dit Quinn, sa voix baissant d'une octave, « je n'aurais pas utilisé une équipe tactique. Je t'aurais laissé te vider de ton sang dans le couloir à l'étage. Baisse ta main avant que je ne te casse l'autre bras. » Dom tressaillit instinctivement, retirant son bras. « Assez » lança Léo. Il s'interposa entre eux, sentant le poids écrasant de la nuit peser sur ses épaules. Il était un roi sans château, debout dans un quai de chargement sale. « On prend ma voiture. On va au dépôt. » Le dépôt était une fourrière abandonnée à la périphérie industrielle de la ville. C'était une relique de l'époque du père de Léo, entourée de barbelés et gardée par 3 très grands et très affamés Rottweilers. À l'intérieur du bureau en tôle ondulée rouillée se trouvait un lit de camp, un coffre-fort et un téléphone prépayé. Le trajet fut angoissant. Quinn conduisait une Honda Civic déglinguée qui sentait légèrement les aiguilles de pin et la terre humide. Elle conduisait précisément à la vitesse autorisée. Elle vérifiait ses rétroviseurs toutes les 4 secondes. Léo était assis sur le siège passager, regardant les lumières de la ville défiler. Son empire lui semblait soudain très fragile. Des hommes en costume sur mesure se disputant des contrats d'ordure et des cotisations syndicales ne faisaient pas le poids face à des fantômes en équipement tactique tombant des lucarnes. Quand ils atteignirent le dépôt, il pleuvait à verse. Les chiens reconnurent Léo et restèrent silencieux dans leurs enclos. Dom et Carlo allèrent dans l'arrière-salle pour se soigner. Léo resta dans le bureau principal, sortant une bouteille de whisky bon marché d'un classeur. Il versa 2 verres. Il en fit glisser un sur le bureau en métal balafré vers Quinn. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant à travers une fente des stores la rue inondée à l'extérieur. Elle ne regarda pas le verre. « Je ne bois pas, dit-elle. »« Prends-le quand même, » dit Léo. Il but le sien d'un trait. Ça brûlait en descendant. Un rappel brutal qu'il était toujours en vie. « Tu as tué 5 hommes ce soir. »« 6, si tu comptes celui que tu as jeté du balcon. »« 6, confirma-t-elle doucement. Où as-tu appris à bouger comme ça? » Quinn laissa le store se refermer d'un coup sec. Elle se retourna.
La lumière crue et vacillante de l'unique ampoule au plafond projetait des ombres profondes sous ses yeux. « On m'a appris, dit-elle. »« Par qui ?»« Des gens qui ne respirent plus. C'était une porte fermée, un coffre-fort. » Léo pouvait insister. Il pouvait exiger des réponses en tant que son patron, mais il savait en la regardant que l'autorité ne signifiait rien ici. La hiérarchie de la pègre était une fiction qu'elle choisissait simplement d'ignorer. « Ils vont venir me chercher, » dit Léo, en se penchant sur le bureau. « Qui qu'ils soient, ils ont éliminé Paolo Greco. Ils ont essayé de m'éliminer. Ils veulent la ville. J'ai besoin de savoir si tu vas disparaître dans la pluie ou si je te paye assez pour te tenir entre moi et eux. » Quinn le regarda. Pour la première fois, Léo vit une lueur de quelque chose d'humain, derrière le noisette boueux de ses yeux. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. « Ton argent ne vaut rien en ce moment, Léo, » dit-elle. Elle utilisa son prénom. Cela provoqua une étrange secousse dans sa poitrine. « Mais je ne fuis pas et je ne laisse pas un travail inachevé. Dors un peu. Demain, on chasse. » Le sommeil était un luxe que Léo ne pouvait pas s'offrir. Il resta allongé sur le lit de camp bosselé dans l'arrière-salle pendant 3 heures, écoutant la pluie marteler le toit en tôle. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le tueur se plier en deux. Il voyait la poussière de marbre blanc. Il voyait Quinn se déplacer à travers la brume comme un prédateur alpha dans les hautes herbes. À 4 heures du matin, il abandonna. Il balança ses jambes hors du lit de camp, les côtes douloureuses à cause des contusions du gilet pare-balles, et retourna dans le bureau principal. Quinn était assise dans le même fauteuil roulant qu'elle avait occupé des heures auparavant. Elle n'avait pas enlevé son manteau. Elle était assise parfaitement droite, un Glock 19 démonté étalé sur un chiffon sale sur le bureau. Elle nettoyait le canon avec un coton-tige et du solvant. L'odeur de Hoppers numéro 9 perçait l'humidité moisie de la pièce. « Tu ne dors pas non plus », nota Léo, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Le sommeil est une vulnérabilité », murmura-t-elle, en inspectant soigneusement le percuteur. « Je préfère me reposer par cycle court. 20 minutes, c'est suffisant. » Léo s'approcha et tira une chaise pliante, s'asseyant en face d'elle. Il regarda ses mains. Elles étaient petites, mais couvertes d'une carte de cicatrices pâles et fines. Des marques de brûlure sur les articulations, une ligne blanche dentelée remontant son poignet gauche, disparaissant sous la manchette de son pull. C'étaient les mains de quelqu'un qui avait été brisé et rafistolé avec des coutures grossières. « Tu saignes », dit-elle soudainement, sans lever les yeux de larmes. Léo fronça les sourcils, touchant son cou. Ses doigts revinrent collants. Un éclat de marbre du comptoir de la cuisine du Belmont avait dû les rafler. Un mince filet de sang avait séché sur son col. Avant qu'il ne puisse réagir, Quinn posa le percuteur. Elle plongea la main dans un petit sac en toile à ses pieds et en sortit une trousse de premiers secours de base. Elle se leva, contourna le bureau et s'arrêta devant lui. « Ne bouge pas !» ordonna-t-elle. Léo se figea. Sa proximité était déconcertante. Elle sentait la poudre à canon, la pluie et quelque chose d'intrinsèquement propre, comme de l'acier froid. Elle déchira un tampon d'alcool. « Ça va piquer », dit-elle. Elle pressa le tampon sur son cou. Ça brûla comme du feu. Léo serra les dents, refusant de broncher. Quinn était assez proche pour qu'il puisse voir la légère irrégularité de sa respiration. Il pouvait voir une minuscule cicatrice en forme de croissant juste en dessous de sa clavicule gauche, visible là où son t-shirt plongeait. Elle n'était pas une machine. La prise de conscience le frappa avec un poids étrange et lourd. Elle saignait ses propres fantômes, les cachant derrière un mur d'apathie absolue. « Pourquoi as-tu pris ce travail, Quinn ?» demanda Léo doucement, la distance entre eux se réduisant à quelques centimètres. « L'argent ne t'intéresse pas, tu l'as dit toi-même. » Sa main s'arrêta sur son cou. Pendant une fraction de seconde, ses yeux rencontrèrent les siens. Ils étaient proches, trop proches. Le parrain de la mafia cynique et la tueuse hantée, existant dans le vide d'un monde en ruine. « Parce que rester assise dans une pièce silencieuse est trop bruyant, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « J'ai besoin du bruit, j'ai besoin de l'attention. Ton monde est très bruyant. » Elle colla un pansement papillon sur la coupure. Ses doigts s'attardèrent un battement de cœur sur sa peau. Ce n'était pas une caresse. C'était une évaluation tactique de son pouls. Mais ça brûlait plus que l'alcool. Elle recula brusquement, le mur se refermant entre eux. « Nous avons un problème, » dit-elle, retournant au bureau et réassemblant rapidement le Glock. « À part l'armée privée qui essaie de me tuer ? » « Oui, Dominique. »
La mâchoire de Léo se serra. Dom est un idiot, mais il est avec ma famille depuis 20 ans. Il est loyal. La loyauté est une mesure changeante, dit Quinn, en insérant le chargeur dans la crosse avec un claquement sec. J'ai vérifié les journaux d'appel du téléphone prépayé pendant que tu faisais semblant de dormir. Dominique a passé 2 appels depuis les toilettes il y a 1 heure. Les numéros étaient cryptés. Ils passaient par un serveur à l'étranger. Léo sentit une pierre froide tomber dans son estomac. Il appelle un médecin. Son bras est infecté. Il chuchotait Léo, et il a verrouillé la porte. Quinn le regarda. L'équipe tactique au Belmont connaissait notre heure d'entrée exacte. Ils connaissaient l'étage. Ils savaient que Paolo Greco serait vulnérable. Quelqu'un leur a donné l'itinéraire. Seul toi, moi et Dominique savions que nous y allions ce soir. Léo fixa le métal rouillé du bureau. Dom, l'homme qui lui avait appris à tirer. L'homme qui avait porté le cercueil de son père. Si tu te trompes, commença Léo. Je ne me trompe jamais sur la géométrie de la survie, le coupa Quinn. Il a peur. Les nouveaux joueurs l'ont terrifié. Il t'a vendu pour acheter une place à leur table. Un lourd silence remplit la pièce. Léo savait qu'elle avait raison. Le calcul était bon. L'hésitation dans la voix de Dom hier, l'insistance sur le fait qu'aller au Belmont était un piège, tout en poussant Léo à y entrer quand même, créant un déni plausible. « Où est-il » demanda Léo, sa voix morte. « Il a emmené Carlo au périmètre il y a 10 minutes. Il a dit qu'il voulait vérifier les chiens. » Léo se leva. Il sortit son 9 mm de sa ceinture et engagea une balle. La glissière métallique résonna dans le bureau silencieux. « Je m'en occupe, » dit Léo. « Non. » Quinn se plaça devant lui, bloquant la porte. « Il s'attend à ce que tu sois émotif. Il s'attend à ce que tu hésites. Pas moi. » Léo la regarda. Elle était plus petite que lui, mais elle semblait être un mur de béton. « C'est mon problème. Ma famille. Tu me payes pour te garder en vie, » dit-elle doucement. « Laisse-moi faire mon travail, Léo. » La pluie avait cessé, laissant un brouillard lourd et collant sur la fourrière. Les carcasses rouillées des voitures écrasées se profilaient comme des pierres tombales dans la pâle lumière de l'aube. Léo sortit du bureau, ses bottes crissant doucement sur le gravier humide. Quinn était une ombre à ses côtés, se glissant sans effort entre les angles morts des projecteurs. Ils trouvèrent Dom près de la clôture en grillage au fond du dépôt. Les chiens arpentaient nerveusement leurs enclos, gémissant sourdement. Carlo n'était nulle part en vue. Dom faisait les 100 pas, un téléphone prépayé collé à l'oreille. Son bras blessé pendait mollement à son côté. « Je vous ai dit qu'ils avaient survécu », siffla Dom dans le téléphone, sa voix portant dans l'air humide. « La fille est un monstre. Vous aviez dit que votre équipe pouvait s'en occuper. Maintenant, je suis coincé ici avec lui. Et elle surveille chacun de mes mouvements. Vous devez envoyer les nettoyeurs maintenant. Au dépôt. » Léo sortit de derrière une pile de conteneurs d'expédition rouillés. « Tu n'as pas besoin de crier, Dom, » dit Léo. Dom se retourna brusquement, laissant tomber le téléphone. Il éclaboussa dans une flaque boueuse. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de Léo à l'obscurité qui l'entourait. Il vit Quinn sortir de l'ombre, son arme dégainée, pointée droit sur sa poitrine. « Patron !» balbutia Dom, levant les mains, le visage pâle. « Patron, attends, ce n'est pas ce que tu crois. J'essayais de nous faire gagner du temps, de négocier. »« Où est Carlo ?» demanda Léo. Le vide dans sa propre voix l'effraya. Dom déglutit difficilement. Il a paniqué. Il s'est enfui. Je le jure devant Dieu, Léo. J'essayais de sauver la famille. Qui sont-ils? Demanda Léo, ignorant le mensonge. Un syndicat européen. Un type nommé Holden dirige les opérations aux États-Unis. Lâcha Dom, transpirant malgré le froid. Ils ont de l'argent illimité, Léo. Des mercenaires, des politiciens. Ils m'ont dit qu'ils allaient vous éliminer, vous et les Greco, de toute façon. Je voulais juste m'assurer que quelqu'un de notre côté survive pour reconstruire. Tu m'as vendu pour de la ferraille, dit Léo. Ils arrivent, Léo, maintenant. Ils ont tracé le téléphone, cria Dom, la panique le brisant enfin. Il se jeta sur sa propre arme, la sortant maladroitement de son étui avec sa main valide. Il ne l'a jamais sortie du cuir. 2 tirs étouffés toussèrent dans le brouillard. Tip, tip. Les genoux de Dom cédèrent. Il baissa les yeux sur les 2 trous sombres qui fleurissaient sur sa poitrine. Il regarda Léo, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement avant qu'il ne bascule en avant dans la boue. Léo ne broncha pas. Il regarda Quinn. Son arme était toujours levée. Elle n'avait pas scié. «
Tu ne l'as pas laissé dégainer, dit Léo doucement. Je ne crois pas au combat à la loyale, répondit Quinn en abaissant l'arme. Nous avons moins de 3 minutes avant que les nettoyeurs de Holden n'arrivent. Les chiens sont silencieux. Ça veut dire qu'ils sont déjà morts. Des snipers sur le périmètre. Comme pour confirmer ses dires, une balle de gros calibre percuta le conteneur d'expédition, à quelques centimètres de la tête de Léo, le douchant de rouille et d'étincelles. La détonation résonna une seconde plus tard. Bouge. Quinn attrapa son épaule, le tirant brusquement vers la droite. Ils se précipitèrent derrière un bus scolaire écrasé. Alors que le dépôt explosait, les projecteurs volèrent en éclats, plongeant le terrain dans l'obscurité. Le crépitement staccato des pistolets mitrailleurs, avec silencieux, déchira le brouillard, déchiquetant les voitures métalliques autour d'eux. « Combien » cria Léo par-dessus le bruit. « Au moins 8. 2 snipers en surveillance » calcula Quinn, sa voix terrifiante de calme alors qu'elle vérifiait ses angles. « On ne peut pas les battre au tir, on doit les aveugler. » « Comment » Quinn regarda les rangées de voitures écrasées. « De l'essence. Le sol ici en est imbibé après des années de réservoirs qui fuient. On a besoin d'une étincelle. » Elle n'attendit pas son approbation. Elle quitta son abri, sprintant bas à travers l'allée ouverte. Des balles soulevaient la boue à ses talons. Elle plongea derrière une dépanneuse rouillée. Léo assura un feu de couverture, visant à l'aveugle les lueurs des canons dans le brouillard. Il sentit une brûlure à l'épaule, mais l'ignora. Il n'était plus un patron assis derrière un bureau. Il était un soldat dans la boue. Quinn était sous la dépanneuse. Elle sortit une fusée éclairante de la poche profonde de son manteau, quelque chose qu'elle avait apparemment pillé de la planque. Elle la craqua, la lumière rouge crue projetant des ombres démoniaques sur son visage. Elle la lança, non pas sur les hommes, mais dans une dépression du sol, près d'une pile de vieux barils de pétrole. Le sol lui-même prit feu. Des années de carburant et de graisse accumulées s'enflammèrent dans une énorme boule de feu roulante. L'onde de choc projeta Léo à terre. Les flammes bondirent à 9 mètres dans les airs, transformant le brouillard en un mur orange aveuglant de chaleur et de fumée. Les optiques thermiques des snipers devinrent instantanément inutiles. Les nettoyeurs dans le dépôt furent pris dans l'enfer, hurlant alors que les flammes coupaient leur progression. Maintenant, Quinn apparut de la fumée, attrapant son bras. Elle était couverte de suie, ses yeux reflétant le feu. Ils coururent. Ils ne regardèrent pas en arrière. Ils escaladèrent la clôture en grillage à l'arrière du dépôt, déchirant leurs vêtements sur les barbelés, et tombèrent dans le fossé de drainage profond de l'autre côté. Ils se débattirent dans la boue, se déplaçant à l'aveugle dans le noir, le rugissement du feu s'estompant derrière eux. Quand ils s'effondrèrent enfin sous l'arche en béton d'un viaduc, complètement hors réseau et à des kilomètres du dépôt, le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. Léo était allongé sur le béton froid, haletant, fixant le plafond. Son empire était en cendres. Ses hommes étaient morts. Son ami le plus fidèle l'avait trahi. Il tourna la tête. Quinn était assise contre le pilier de béton, les genoux relevés, rechargeant tranquillement son arme. Elle avait l'air battue, meurtrie et totalement calme. Elle le surprit en train de la regarder. « On a besoin d'une nouvelle voiture », déclara-t-elle platement. Léo se mit à rire. C'était un son brisé et cynique qui résonna sous le pont. Il rit jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal, jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte enfin sur la panique. Il n'était plus son patron. Il était juste un fantôme assis à côté d'un monstre dans le noir. Et pour la première fois de sa vie, il se sentit entièrement en sécurité. « Ouais », souffla Léo, reposant sa tête contre le béton. « On trouvera une nouvelle voiture. » Ils n'ont pas volé une voiture de sport. Ils ont volé une Subaru Outback de 1998 sur un parking de covoiturage derrière un restaurant. Elle sentait les frites froides et le chien mouillé, mais elle avait le plein d'essence et 4 roues motrices. Quinn la démarra en moins de 40 secondes. Ses doigts balafrés manipulaient les fils exposés sous la colonne de direction avec une précision chirurgicale. Ils roulèrent vers l'ouest pendant 3 heures, mettant l'épave fumante de l'empire de Léo dans le rétroviseur. Le silence dans la voiture était absolu. Léo regardait les bornes kilométriques défiler. La chute d'adrénaline l'avait frappé 1 heure auparavant, le laissant frissonnant dans son costume ruiné et couvert de boue. Il se sentait vidé. Ses hommes étaient morts. Son territoire avait disparu. Tout ce que son père avait construit, tout ce pourquoi Léo avait saigné pour le maintenir, avait été effacé en une seule nuit par un homme qu'il n'avait même jamais rencontré. « On a besoin de provisions », dit Quinn. C'était la première fois qu'elle parlait depuis le viaduc.
J'ai 3000 $ en billets humides dans ma pince à billets, dit Léo, la voix rauque, et un compte en banque gelé, qui signalera ma position à la seconde où j'essaierai d'y accéder. Garde l'argent. On a besoin de logistique hors réseau. Elle gare la Subaru dans un centre commercial, délabré à la périphérie d'une ville sidérurgique mourante. La pluie avait recommencé. Une bruine froide et misérable. Quinn se gara derrière une pharmacie ouverte, 24 heures sur 24. Reste discret, ordonna-t-elle. Elle sortit de la voiture, relevant le col de son caban. Léo la regarda entrer dans la lumière crue et fluorescente du magasin. Il appuya sa tête contre la vitre froide de la fenêtre passager. Il ferma les yeux, et immédiatement le visage de Dom apparut derrière ses paupières, l'expression de pure terreur. La trahison. 20 minutes plus tard, Quinn revint. Elle jeta un sac en plastique sur les genoux de Léo. Il contenait de l'alcool à friction, de la gaze épaisse, de la superglue, un téléphone portable prépayé bon marché et 2 bouteilles d'eau générique. Elle mit la voiture en marche et s'arrêta dans un motel anonyme à 2 pâtés de maison de là. L'enseigne au néon grésillait, la moitié des lettres éteintes. C'était un endroit pour les gens qui ne voulaient pas être trouvés. La chambre 114 sentait la cigarette froide et le moisi. Il y avait un seul grand lit avec un couvre-lit floral délavé. Quinn entra, verrouilla le pen dormant et tira immédiatement les lourds rideaux, les scellant dans la pénombre. Elle ne s'assit pas. Elle entra dans la petite salle de bain, alluma la lumière crue du plafond et enleva son manteau. Léo s'assit sur le bord du lit, sentant le poids du silence. Il entendit le grincement du robinet, le bruit de l'eau froide. Il se leva et se dirigea vers l'embrasure de la salle de bain. Quinn se tenait au-dessus du lavabo en débardeur gris. Son bras gauche était couvert de sang. La manche était déchirée. Une lacération profonde et laide courait de son épaule à son biceps. Elle n'avait pas fait un bruit. Elle n'avait même pas boité. Elle déboucha l'alcool à friction et le versa directement sur la plaie ouverte, la mâchoire serrée. Les muscles de son cou ressortaient comme des câbles d'acier, mais elle ne haleta pas. Elle regarda simplement le sang et la saleté couler dans le drain en porcelaine. « Tu es blessé », dit Léo. C'était une déclaration stupide et évidente, mais il ne savait pas comment combler le fossé autrement. « Des éclats du conteneur dans le dépôt », dit-elle d'un ton égal. Elle prit le tube de superglue. « Laisse-moi faire », dit Léo en entrant dans la salle de bain exiguë. Quinn s'arrêta. Elle le regarda dans le miroir. Ses yeux noisettes boueux étaient méfiants, sur la défensive, calculant le risque. Puis, lentement, elle baissa la colle et recula. Léo se lava les mains, ses jointures meurtries et à vif. Il prit le tampon d'alcool, la gaze et la colle. Il se tenait à côté d'elle, parfaitement conscient des lignes froides et dures de son corps. Elle n'était que muscles et tissus cicatriciels. « Ne bouge pas », murmura-t-il. Il travailla en silence, pinçant les bords de la lacération et appliquant un filet de colle le long de la couture. C'était une réparation de fortune, mais ça arrêta le saignement. Il l'enveloppa fermement de gaz. « Merci », dit-elle. Sa voix était plate, mais le ton sec avait disparu. « Tu m'as sauvé la vie 2 fois ce soir, Quinn. Te mettre un pansement est la moindre des choses. » Léo recula, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Qui est Holden ?» Quinn fit rouler son épaule blessée, testant les points de suture improvisés. Holden n'est pas un mafieux. C'est un liquidateur d'entreprise pour un syndicat militaire privé. Quand un cartel étranger ou un gouvernement voyou veut s'étendre sur un nouveau territoire, ils n'envoient pas des gorilles avec des battes de baseball. Ils engagent Holden. Il achète les politiciens, assassine les gros bonnets locaux et livre une ardoise propre. Léo sentit une vague de réalisation glaciale le submerger. Et j'étais le gros bonnet local, toi et les Greco. Le syndicat veut le port. C'est le centre de transport maritime le plus lucratif de la côte Est. Holden a été payé pour éliminer les obstacles. Quinn sortit de la salle de bain et s'assit par terre, le dos contre le mur, son arme posée sur son genou. Elle ne s'asseyait jamais sur les lits. Les lits étaient des pièges. « Donc je suis un fantôme », dit Léo en entrant dans la pièce et en s'asseyant lourdement sur le matelas. « Mon argent est inutile. Mes contacts sont soit morts, soit à la solde de Holden. C'est fini. » Quinn le regarda. Fini est un terme subjectif. « Il ne me reste rien. Tu m'as moi, » dit-elle simplement. Léo la dévisagea dans la pénombre. Elle n'offrait pas de réconfort. Elle énonçait un atout tactique.
Pourquoi? Demanda Léo. Ton contrat est nul et non avenu. Tu ne me dois rien. Tu pourrais sortir par cette porte et disparaître. Pourquoi rester? Quinn baissa les yeux sur ses mains balafrées. Pendant un long moment, le seul son fut le bourdonnement de l'enseigne au néon à l'extérieur. Avant de venir à ton bureau, commença Quinn, sa voix à peine un râle. Je travaillais pour un homme très semblable à Holden. Je nettoyais des plateaux. J'éliminais des obstacles. Je ne posais pas de questions. Elle s'arrêta, déglutissant difficilement. Puis j'ai posé une question. Et ils ont tué tous ceux que j'ai jamais connus. Ils ont réduit ma vie en cendres pour me donner une leçon. Elle leva les yeux vers Léo, le noisette boueux de ses yeux se durcissant en quelque chose de tranchant et de terrifiant. Holden fait partie de cette machine, et la machine déteste les frictions. Demain, on arrête de fuir. On devient la friction. Ils n'ont pas planifié un assassinat. Ils ont planifié un audit. Holden n'opère pas depuis un entrepôt ou un club social, expliqua Quinn le lendemain matin. Elle traçait des lignes sur une carte municipale volée, étalée sur la moquette bon marché du motel. Il opère depuis un centre de données, une société écran de trading à haute fréquence, qui achemine des registres cryptés. Il utilise une installation sur les quais sud. Ça ressemble à une ferme de serveurs. Ça agit comme une forteresse. S'il a une armée privée, on ne peut pas simplement entrer par la porte d'entrée, dit Léo en étudiant la carte. On ne passe pas par la porte, on passe par la ventilation, dit Quinn. Mais d'abord, on a besoin de matériel. Ton 9 mm et mon Glock ne perceront pas un gilet pare-balles de niveau 4. On a besoin de force cinétique. Léo connaissait un type. Tout le monde dans sa position connaissait un type, mais celui-ci n'était pas un loyaliste du syndicat. C'était un marchand d'armes indépendant qui opérait depuis une barge rouillée amarrée sur la rivière. Un vieil russe paranoïaque nommé Yuri, qui ne traitait qu'en espèces et ne se souciait pas de la politique des syndicats. Ils conduisirent la Subaru jusqu'au bord de la rivière sous un ciel gris et couvert. La transaction fut rapide, froide et coûteuse. Léo remit chaque billet de $100 humide de sa pince à billets. En retour, Yuri fit glisser 2 lourds sacs de sport en toile sur la table en métal. À l'intérieur se trouvaient 2 pistolets mitrailleurs, Pfeffen P90, avec des munitions perforantes, une douzaine de grenades à fragmentation, des charges de brèche et 2 gilets pare-balles légers en Kevlar. « Tu fais la guerre, Léo ?» demanda Yuri, ses dents en or brillant dans la pénombre de la barge. « Non », dit Léo en regardant Quinn, qui inspectait déjà le mécanisme du P90, avec une familiarité terrifiante. On fait de la dératisation. À minuit, la pluie était revenue. Un déluge torrentiel qui transforma les quais sud en un labyrinthe tentaculaire et inondé de conteneurs et de béton. Le centre de données se trouvait sur une jetée en béton, un bloc brutaliste de pierre grise sans fenêtre, entouré d'une clôture électrifiée de 3,60 m et patrouillé par des hommes portant des fusils d'assaut et promenant des Malinois belges. Léo et Quinn étaient allongés sur le toit d'un entrepôt adjacent, la pluie trempant leurs vêtements. Léo regardait à travers une paire de jumelles thermiques. 4 gardes extérieurs, route de patrouille qui se chevauche, murmura Léo. Les caméras sont thermiques. Ils nous verront à la seconde où on touchera la clôture. Ils ne nous verront pas, dit Quinn. Elle reliait une petite tablette étanche à un brouilleur radio local, qu'elle avait construit avec des composants électroniques de motel récupérés et des pièces de rechange de Yuri. Holden utilise un réseau de sécurité centralisé. C'est efficace, mais il a un point de défaillance unique. Les nœuds localisés contactent le serveur principal toutes les 60 secondes. Si le contact est retardé par un flot de paquets, le système redémarre les capteurs optiques pour vider le cache. Ça nous donne un angle mort de 8 secondes. Léo la regarda. Tu sais comment pirater un réseau de sécurité de qualité militaire. Je sais comment casser des choses, le corrigea-t-elle. Prêt? Léo resserra les sangles de son gilet pare-balles et arma son P90. Il n'avait pas peur. La peur s'était consumée dans la fourrière. Maintenant, il n'y avait qu'une colère froide et méthodique. Fais-le, dit Léo. Quinn tapota l'écran. Redémarrage. 8 secondes. Allez. Ils sautèrent du toit de l'entrepôt sur le béton humide en dessous, atterrissant silencieusement. Ils sprintèrent à travers le terrain découvert. La pluie battante masquait le bruit de leurs bottes. 3 secondes. 4 secondes. Ils atteignirent la clôture. Quinn plaqua une petite bande de C4 sur la base en béton où la clôture était ancrée. 6 secondes.
7 secondes. Clic. Les caméras entendirent les lumières rouges clignoter à nouveau. Ils étaient déjà plaqués dans la boue sous l'angle mort de la caméra. Un garde de patrouille tourna au coin, son chien tirant sur la laisse. Le chien s'arrêta, les oreilles dressées. Il les sentit. Il ouvrit la gueule pour aboyer. Quinn bougea plus vite que le chien ne put réagir. Elle sortit son pistolet, avec silencieux de son étui, et tira 2 fois. Tip tip! Le chien devint mou. Le garde ouvrit la bouche pour crier, attrapant sa radio. Leo se leva doucement, levant son P90. Il tira une courte rafale contrôlée. Les balles perforantes traversèrent proprement la plaque en céramique du garde. L'homme tomba sans un bruit. Léo baissa les yeux sur l'homme mort, puis sur l'arme dans ses mains. Il avait ordonné des centaines d'exécutions dans sa vie. Il n'avait jamais senti le recul de l'arme qui les avait exécutées. C'était lourd, c'était nécessaire. Brèche, murmura Quinn. Elle déclencha la petite charge sur la base de la clôture. Elle n'explosa pas. Elle fissura juste assez le béton pour desserrer les boulons d'ancrage. Elle tira le lourd treillis d'acier en arrière, créant une ouverture juste assez grande pour se glisser à travers. Ils se déplacèrent dans l'ombre du centre de données. La salle des serveurs principale est au 3e sous-sol, dit Quinn, consultant un schéma qu'elle avait tiré du PDA du garde-mort. Holden sera là. C'est la seule pièce avec une connexion filaire au compte à l'étranger. Dès qu'il réalisera que le périmètre est percé, il essaiera d'initier un transfert total d'actifs et d'effacer les disques. Il ne s'en tirera pas, dit Léo, la voix dure. Non, acquiesça Quinn. Elle sortit une charge de brèche de son sac de sport et la pressa contre la lourde porte en acier renforcé menant à l'escalier de service. Il ne s'en tirera pas. L'escalier était baigné d'une lumière d'urgence rouge crue. L'explosion de la charge de brèche avait déclenché les alarmes. Une sirène rythmique assourdissante pulsait à travers les murs de béton, accompagnée de la voix numérisée du système de sécurité automatisé, avertissant d'une intrusion hostile. Quinn ne courut pas. Elle descendit les escaliers avec fluidité, son arme levée, ses yeux balayant les angles. Leo resta 3 pas derrière, surveillant ses arrières. Ils opéraient en silence total, ne communiquant que par des gestes secs et des tapes sur l'épaule. Ils atteignirent le 2e palier. La lourde porte en acier s'ouvrit brusquement. 3 des nettoyeurs de Holden se déversèrent dans l'escalier, leurs fusils levés. Quinn n'hésita pas. Elle se mit à genoux, se faisant une cible plus petite, et pressa la détente. Le P90 crépita, crachant un flot de douille en laiton dans l'air. Les balles perforantes déchiquetèrent les hommes dans l'embrasure de la porte, les projetant en arrière dans le couloir. Leo passa par-dessus elle, assurant un feu de couverture dans le couloir pour maintenir les renforts cloués sur place. « Dégagez !» cria Leo par-dessus les sirènes. Quinn était déjà en mouvement, enjambant les corps, ses bottes glissant légèrement sur les carreaux lisses et couverts de sang. Ils atteignirent le 3e sous-sol. L'air ici était différent. Il était glacial, fortement climatisé pour empêcher les énormes baies de serveurs de surchauffer. Le bruit des ventilateurs de refroidissement était un rugissement continu et assourdissant qui avalait les sirènes. Il se tenait devant un ensemble de portes en verre doublement renforcées. Derrière elle se trouvait la ferme de serveurs, une immense salle caverneuse remplie de hautes armoires noires de lumière bleue et verte clignotante. Au fond de la pièce, derrière une console de commande en verre surélevé, se tenait un homme en costume gris sur mesure. Il tapait frénétiquement sur un clavier. 4 gardes lourdement blindés se tenaient en périmètre autour de la console. Holden, souffla Léo, reconnaissant le visage d'un dossier que Dom lui avait montré des semaines auparavant. Il transfère les fonds, dit Quinn. On a 90 secondes avant que les comptes ne se verrouillent et que les disques ne s'effacent. Comment on joue ça? Demanda Léo. Quinn le regarda. Elle plongea la main dans son gilet et sortit une grenade à fragmentation. Elle retira la goupille, maintenant la cuillère avec son pouce. Bruyamment, dit-elle. Elle ouvrit les portes en verre d'un coup de pied et lança la grenade haut dans les airs. Elle décrivit un arc au-dessus des baies de serveurs, atterrissant parfaitement au centre des 4 gardes. « Grenade !» cria l'un des hommes. L'explosion déchira l'air glacial. Des éclats déchiquetèrent le verre coûteux de la console de commande et s'enfoncèrent dans les baies de serveurs, projetant des étincelles en cascade comme une chute d'eau. Avant que la fumée ne puisse se dissiper, Quinn était à l'intérieur. Elle se déplaçait à travers les allées étroites entre les serveurs comme un fantôme. Un garde, saignant de l'explosion, trébucha dans l'allée, levant son arme.
Quinn ne tira pas. Elle combla la distance, attrapa le canon de son fusil et lui enfonça la crosse de son P90 dans la gorge. Alors qu'il s'effondrait, elle dégaina son arme de poing et lui tira 2 fois dans la poitrine. Leo prit le flanc droit, son arme levée. Un garde surgit de derrière une baie, tirant à l'aveugle. Des balles firent des étincelles sur le métal à quelques centimètres du visage de Leo. Leo sortit, bomba le torse et tira une rafale de 3 coups. Le garde tomba en arrière. La salle des serveurs était une lumière stroboscopique chaotique d'étincelles, de lueurs de canon et du clignotement bleu constant des disques durs survivants. Quinn atteignit la plateforme surélevée. Les 2 gardes restants se placèrent devant Holden, leurs armes pointées sur les escaliers. Quinn ne ralentit pas, glissant sur le sol poli. En glissant, elle tira avec son P90 à une main, touchant le genou du garde de gauche. L'homme hurla, s'effondrant. Elle se releva de sa glissade sans transition, jetant le pistolet mitrailleur vide de côté, et dégainant son couteau de combat dans sa main gauche, son pistolet dans sa droite. Le dernier garde pointa son fusil vers elle. Elle écarta le canon avec le lourd cadre en acier de son pistolet, et enfonça le couteau vers le haut, trouvant l'espace dans son gilet pare-balles juste sous l'aisselle. La lame s'enfonça jusqu'à la garde. Elle la tourna, la retira et repoussa l'homme mourant. Le silence tomba sur la salle des serveurs, à l'exception du bourdonnement des ventilateurs et du sifflement des tuyaux de refroidissement cassés. Holden était adossé contre le verre brisé de sa console. Il avait l'air terrifié. Son costume sur mesure était couvert de poussière et de sang. Il regarda ses gardes d'élite morts, puis la petite femme au caban noir qui se tenait devant lui. Leo monta les escaliers de la plateforme, son arme baissée. Il se tint à côté de Quinn. Holden leva les mains. « Attendez, attendez. Quoi qu'il vous paye, je peux doubler. Je peux virer 50 millions sur un compte intraçable maintenant. Laissez-moi juste appuyer sur Entrée. » Il tendit la main vers le clavier. Quinn leva son pistolet et lui tira dans la main droite. Holden hurla, tombant à genoux, berçant ses doigts brisés contre sa poitrine. « Vous ne comprenez pas, » haleta Holden en pleurant. « Le syndicat, ils vous tueront, ils vous traqueront jusqu'au bout du monde. Vous ne pouvez pas arrêter la machine. » Quinn le regarda de haut. Ses yeux étaient vides, dépourvus de tout triomphe ou de toute justification. Juste la froide réalité mécanique d'un travail accompli. « Je ne veux pas arrêter la machine, » dit Quinn doucement. « Je veux juste lui casser les dents. » Elle leva son arme et lui tira une balle dans le front. Holden s'effondra, sa tête heurtant le clavier. Les moniteurs clignotèrent, un message d'erreur s'affichant en rouge sur l'écran. Le transfert avait échoué. Leo regarda l'homme mort. Il sentit le lourd fardeau de sa vie passée se soulever de ses épaules, remplacé par quelque chose de entièrement nouveau, entièrement terrifiant et entièrement libérateur. Il regarda Quinn. Elle rechargeait déjà son chargeur, son visage un masque illisible. « Alors, » dit Leo, sa voix résonnant dans l'immense pièce. « Et maintenant ?» Quinn inséra le chargeur. Elle regarda autour de la salle des serveurs en ruine, puis finalement le regarda. « On a besoin d'une nouvelle voiture, » dit-elle. Leo sourit, un sourire sincère, cynique et totalement épuisé. « Je conduis, » dit-il. Ils sortirent ensemble de la salle des serveurs glaciales, enjambant les débris, 2 fantômes se fondant à nouveau dans la tension d'un monde violent. Ils n'avaient plus d'empire, mais ils avaient quelque chose de bien plus dangereux. Ils savaient l'un l'autre. Si cette descente brutale dans la pègre vous a tenu en haleine, mettez un pouce bleu pour faire savoir à l'algorithme que vous aimez les histoires qui ont du cran. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires où les plus discrets sont les plus mortels. Et si vous voulez plus de récits d'action profondément humains, qui ne mâchent pas leurs mots et évitent les clichés, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un chapitre. Laissez un commentaire ci-dessous. Qui engageriez-vous comme votre ombre? Restez sur vos gardes et à la prochaine fois.